Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors, encore quelques petites informations. On va commencer par une information qui, me semble-t-il, est passée un petit peu inaperçue. Et pourtant, c'est quand même une information d'importance. Il y a eu récemment des élections en Israël. On en a déjà parlé, on a également parlé du fait que les attaques qui avaient eu lieu sur la bande de Gaza ou que le Hamas a attaqué Israël arrangeait bien les affaires de Netanyahou à la veille justement d'une échéance électorale. Sauf que, apparemment, là on croyait que ça allait peut-être servir ses intérêts à peut-être se faire réélire, et bien finalement, non, il n'a pas été réélu. Celui qui a été élu, c'est Naftali Bennett, qui devient désormais le nouveau Premier ministre, et Benjamin Netanyahou est donc écarté du pouvoir. Alors, est-ce que ça va changer les choses en matière de politique ? Nous verrons bien si finalement le paquet d'emballage change, mais l'intérieur restera le même. Donc affaire à suivre, mais quand même étrange que cette nouvelle ne soit pas aussi couverte par un certain nombre de médias dits mainstream concernant donc cette élection quand même relativement majeure. Autre information concernant la future rencontre très proche entre Joe Biden et Vladimir Poutine. On sait que chacun s'est un petit peu invectivé ces derniers mois. La rencontre devrait normalement remettre un petit peu les pendules à l'heure. Évidemment, aux États-Unis, on essaie de jouer la carte des apparences en pensant que Biden va avoir suffisamment de charisme face à Vladimir Poutine. Force est de constater que de toute façon, quand on voit un petit peu le personnage de Joe Biden et le personnage de Vladimir Poutine, il n'y a pas besoin de se poser de questions lequel des deux a le plus de charisme et lequel des deux va en imposer le plus. Mais évidemment, aux États-Unis, nous sommes dans le culte, nous sommes dans la tradition, nous sommes dans la culture de l'apparence. Donc on va sauver les meubles. Néanmoins, avant cette rencontre, Vladimir Poutine, lors d'une interview à la chaîne Russia One, le président de la Fédération de Russie, donc Vladimir Poutine, a évalué les dernières décisions des autorités ukrainiennes sur la division de la population en peuples autochtones et non autochtones, sur le conflit dans le Donbass, parler des sujets de conversation potentielle avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et a défini l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN comme une ligne rouge à ne pas dépasser. Le sujet, évidemment, est toujours très biaisé, puisque en Occident, la politique idéologique à vendre, c'est systématiquement de faire accepter et d'endoctriner les populations que Vladimir Poutine est un dictateur. C'est un méchant russe, ex-KGB, avec tout le totalitarisme qui s'affiliait à cette époque à cette agence, et avec toute ceci, cette réputation que Vladimir Poutine voudrait reconstituer une sorte d'union de l'ancienne Union soviétique avec la plupart des pays limitrophes de la Russie. Le problème, c'est que si on regarde les choses en hauteur, que fait Vladimir Poutine ? Eh bien, il ne fait que faire ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous posons nos jalons, nous essayons de poser nos influences dans un certain nombre de pays, sauf que là où Vladimir Poutine essaie de faire des partenariats, essaie de faire de l'influence avec certains de ses voisins frontaliers, eh bien, nous avons des Occidentaux qui, aujourd'hui, par l'intermédiaire d'organismes, que ce soit l'Union européenne ou l'OTAN, bien évidemment, nous voulons essayer d'encercler la Russie. Alors, déjà, nous avons la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Pologne qui sont acquises à l'intérêt de l'Union européenne et donc des Occidentaux. Sauf que l'Ukraine, c'est un point stratégique. Ce point stratégique, évidemment, on a essayé de le conquérir par la diplomatie, par la géopolitique. Sauf que ça a été un échec, puisque souvenons-nous, en 2014, lorsque le président Poroshenko annonce officiellement que le projet de rapprochement et d'adhésion potentiel vers l'Union européenne est abandonné et qu'on revient vers le partenaire historique qu'est la Russie, je ne vais pas revenir sur l'historique que j'ai déjà abordé concernant l'Ukraine. Bon, évidemment,
les événements ont parlé d'eux-mêmes, le Maïdan, Odessa, etc. Et aujourd'hui, on est dans un statu quo avec la région est de l'Ukraine qui est en sécession, ce qu'on appelle le Donbass, qui sont en fait les républiques de Donetsk et de Lugansk. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'Ukraine, c'est un de ces pays, comme je vous ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos, qui sont un conglomérat d'un brassage culturel du fil de l'histoire. Je rappelle pour mémoire que l'Ukraine a été une possession russe depuis 1700 ou 1878 ou 1780, je ne sais plus. Enfin bref, il y a quand même eu une forte influence quand même russe en Ukraine. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, on récolte ce qu'on a semé. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez évidemment des conflits d'intérêts entre la Russie, qui ne veut pas que l'Ukraine tombe entre les mains de l'OTAN, parce que là, dans ce cas-là, ça veut dire que l'OTAN va avoir un pays qui plus est allié, qui va pouvoir permettre d'installer des bases américaines, voire même des installations du fameux bouclier antimissile, etc., aux portes de la Russie. Ce qui n'est pas acceptable. Quand vous êtes président d'une nation, etc., c'est comme si demain, la Russie passait un accord avec les Allemands et que les Allemands acceptaient de rentrer dans le pacte, un nouveau pacte de Varsovie, alors que l'Allemagne est frontalière avec la France. À un moment donné, quand vous êtes président de la République, vous dites là, danger. Je pense que ceux qui ont connu la guerre froide savent de quoi nous parlons. Or, aujourd'hui, les jeunes générations, évidemment, ne peuvent pas savoir, ne peuvent pas appréhender, ne peuvent pas comprendre ce que sont ces jeux géopolitiques. Sauf que le problème, évidemment, étant donné qu'on se considère être le camp du bien, forcément, quand l'autre fait exactement ce que nous faisons, ce n'est pas normal. C'est un ennemi, c'est de l'expansionnisme. Donc, moi j'ai envie de dire, alors, ça ne veut pas dire que je suis totalement à 100% d'accord avec ce que fait Vladimir Poutine, mais il est le président de la Russie. Il est le président d'un pays qui a sa culture, qui a son peuple, qui a ses problèmes, qui a ses particularismes, tout comme nous avons les nôtres, au sein même de l'Union européenne, et qui prouve que l'Union européenne ne fonctionne pas, puisque chaque pays a quand même ses cultures, ses particularismes et ses intérêts. Des intérêts parfois conflictuels avec d'autres pays. Donc, pourquoi est-ce que l'Occident devrait considérer qu'il est le parti du bien contre un pays qui a aussi ses particularités, même si, encore une fois de plus, la Russie aujourd'hui est un pays démocratique, évidemment entre guillemets, mais avec un ultralibéralisme qui s'est installé, avec un capitalisme, sauf que c'est un pays qui pratique le protectionnisme. Or, on sait bien que le protectionnisme aujourd'hui, c'est l'ennemi des mondialistes. Donc les mondialistes aujourd'hui savent que de toute façon, Poutine va falloir s'en débarrasser, coûte que coûte. Et après, on s'attaquera à la Chine. Donc, quand Vladimir Poutine met bien sur la table le fait que si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, pour lui, ça sera considéré comme une agression. Advienne que pourra. Mais j'ai envie de dire, quand Poutine dit ça, on va entendre évidemment des fois des rageux qui vont dire oui, encore une fois de plus, Poutine, etc. Mais j'ai envie de faire comprendre à ces gens, relativiser 2 minutes. Poutine, il fait son boulot. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec sa politique, ses opinions, ses orientations, etc. Je rappelle, 1, la Russie est une jeune démocratie. 2, la Russie est quand même un pays qui a été soumis pendant presque 10 ans à une volonté de démantèlement, à une volonté de destruction, telle que cette même destruction que nous sommes en train de connaître en Europe, dans certains pays, et en particulier la France. Donc, comprenons bien que des Français qui aiment Poutine, on peut les comprendre. Parce que pour eux, Poutine représente le président qui protège les intérêts de son pays, qui protège les intérêts de son peuple. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France. Mais ça, évidemment, il y en a certains qui ne veulent pas le comprendre. Donc, quand Poutine dit aujourd'hui, attention, l'Ukraine rentre dans l'OTAN, là, vous dépassez la limite, je pense qu'il faut prendre vraiment au sérieux un gars qui, de toute façon, a un soutien non négligeable, malgré ce que l'on peut nous chanter dans les médias avec Navalny. Je rappelle, Navalny ne fait que ameuter les foules urbaines de Russie, mais ne
représente que même pas 10% de soutien de la part des Russes. Donc, il y a un moment donné, faut quand même prendre au sérieux le bonhomme. Donc, sa rencontre avec Joe Biden, je pense qu'on ne saura pas réellement ce qui se dira entre les deux hommes. On aura certainement un compte-rendu, on aura une conférence de presse qui sera évidemment très diplomatique, très protocolaire, très consensuelle, où on se fera des poignées de main, etc. Alors qu'il y a quelques mois, Joe Biden a quand même insulté Vladimir Poutine. Oui, c'est ça aussi la diplomatie, c'est l'hypocrisie totale pour essayer d'apaiser les tensions. Et enfin, pour cette vidéo, on va faire une petite vidéo cette fois-ci, pas une vidéo d'1 heure. Je vais revenir sur un phénomène dont je vous ai déjà parlé et qui se confirme avec les premiers résultats, les premiers rapports que l'on a sur l'année 2020. Et d'ailleurs, ça rejoint un article que je viens de lire récemment concernant l'Oregon. L'Oregon, dont la ville la plus importante est Portland. Et Portland aujourd'hui est confronté à un problème, c'est que, il y a de l'exode. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus d'Américains qui sont en train de quitter l'Oregon. Alors, petit rappel pour ceux qui n'ont pas la géographie des États-Unis, l'Oregon, il est là, c'est-à-dire que c'est l'État qui est coincé sur la côte ouest entre la Californie et l'État de Washington. Donc, c'est tout ce qu'on appelle la côte ouest progressiste, puisque ces trois États, de toute façon, sont des États progressistes. Et rejoignent finalement ce qu'on disait déjà depuis quelque temps sur le fait qu'il y a un exode qui s'effectue aujourd'hui dans des États qui pourtant étaient des États qui avaient un certain attrait d'être des havres de paix, d'être des endroits progressistes, des endroits culturellement plus évolués que les milieux ruraux, les milieux de l'Amérique profonde, etc. Et là, on a eu un rapport qui est tombé et qui nous dit ceci, 2020 a accéléré l'exode des États tels que New York, la Californie, le Michigan, l'Illinois, mais aussi le New Jersey, qui était pourtant la base arrière de l'État de New York. Alors, l'État de New York, c'est un grand État sur la côte est. Vous avez Manhattan, qui est la partie la plus au nord, plus au sud, pardon, et juste de l'autre côté de l'Hudson River, vous avez le New Jersey. Et le New Jersey est souvent réputé comme étant l'État où c'est un petit peu moins cher que New York elle-même, et qui est une base arrière, en fait, urbaine, on va dire, de la ville de New York, pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller vivre soit dans Manhattan, soit dans le Bronx, soit dans Brooklyn, etc. Quand je dis le Bronx, évidemment, les quartiers rénovés, puisque aujourd'hui, toute la petite bourgeoisie, la nouvelle bourgeoisie new-yorkaise qui n'a pas les moyens de vivre dans New York, dans Manhattan même, se déplace et donc conquiert des territoires qui étaient des territoires souvent des quartiers pauvres, des quartiers de la classe moyenne, de la petite classe moyenne. Et aujourd'hui, ces quartiers, ils sont en train d'évacuer, de faire partir par le coût de la vie, c'est-à-dire par des augmentations fiscales, etc., pour permettre l'installation, la rénovation, la réhabilitation de quartiers entiers, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez dans l'avenue principale de Harlem, qui était la réputation du quartier noir américain, aujourd'hui c'est un quartier bobo, c'est un quartier bourgeois. Donc, je disais, la Pennsylvanie et le Maryland, ce qui gagne en population, c'est-à-dire ceux qui récupèrent donc cette population qui s'en va de ces États, c'est l'Idaho, le Colorado, le Nevada, dont certains ne pratiquent pas l'impôt sur le revenu, les deux Carolines, Caroline du Sud et Caroline du Nord, la Floride, le Tennessee et évidemment le Texas qui lui aussi ne pratique pas l'impôt sur le revenu. Et pourquoi ces États ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que par exemple, pour la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, c'est vrai que depuis quelques années, on le voit avec l'immobilier. C'est-à-dire que l'immobilier est en train de grimper. On voit des endroits où on construit des combos. Les combos, c'est ces immeubles un petit peu à ces maisons accolées les unes aux autres, etc. Donc là, oui, au niveau de l'immobilier, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ici, sur la région de Charlotte, il y a déjà certains secteurs dans la grande agglomération de Charlotte, où il y a déjà des endroits qui sont plus ou moins saturés, où les prix de l'immobilier sont parfois très élevés parce que ce sont des quartiers plutôt
huppé, aisé, surtout que nous avons, nous, un grand lac artificiel, et donc évidemment tout ce qui est autour du grand lac artificiel et tous ces quartiers-là sont très chers, et du coup, vous avez aujourd'hui un déplacement des promoteurs immobiliers vers l'ouest, vers là où moi j'habite. Et aujourd'hui, moi j'ai déjà un avantage, c'est que la maison que j'ai achetée il y a 3 ans, eh bien elle ne fait que augmenter. C'est-à-dire que le prix de l'immobilier est en train de grimper, si bien que même si demain on décide de vendre la maison, eh bien on va être obligatoirement gagnant. Et ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce phénomène, juste pour la petite parenthèse, on a entendu souvent chez les BLM cet argument de dire que les Blancs sont en train de racheter les maisons des Noirs. Ce qui n'est pas faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de petites familles de la classe moyenne afro-américaine qui sont devenues propriétaires, mais propriétaires dans des quartiers pas forcément très fréquentables, on va dire, etc. Donc le prix des maisons était très peu cher. Mais aujourd'hui, vous avez une extension, justement, comme c'est la plupart dans les grandes villes, etc. Et donc, vous avez aujourd'hui des familles modestes, des familles de la classe moyenne, voire de la classe moyenne aisée, qui veulent habiter dans des endroits en dehors des grandes villes, en dehors des grands centres, où là, c'est hors de prix. Et forcément, eh bien évidemment, le prix de l'immobilier devient totalement intéressant. Et si bien que les Afro-Américains qui ont acheté leur maison peut-être 60 ou 70 000 ou 80 000 $, eh bien aujourd'hui ils peuvent la revendre à 110 ou 120 000 $, voire même plus, puisque les prix sont en train de grimper. Donc ce qui explique pourquoi aujourd'hui vous avez certains Afro-Américains qui utilisent cet argument en disant oui, aujourd'hui les Blancs sont en train de racheter les maisons des Noirs, etc. Mais parce que c'est en fait une loi de marché, c'est-à-dire que on n'oblige pas les Noirs à vendre leur maison, c'est que il y a l'appât du gain. Voilà pour la petite parenthèse, pour la petite anecdote. Et donc, c'est quoi la cause ? Pourquoi des gens quittent ces États ? Pourtant, c'est des États avec une forte présence urbanistique, souvent des États progressistes. En cause, le télétravail définitif appliqué par certaines entreprises, mais surtout la vie chère, les loyers et le prix de l'immobilier de plus en plus insupportable pour les petites et grandes classes moyennes. Et évidemment, les grandes mégapoles dont l'attractivité économique s'effondre de plus en plus du fait de fiscalités énormes, d'insécurité dans certains secteurs, qui étaient pourtant de réputation calme, et aussi d'un endettement de plus en plus insupportable dans certaines grandes villes que la classe moyenne ne peut plus assumer en matière de fiscalité locale, en plus d'un coût et de qualité de vie qui s'est dégradé. Et ça, surtout les États sur la côte ouest, que ce soit les villes telles que Los Angeles. Los Angeles, c'est plus un problème fiscal. San Francisco, c'est fiscal, voire aussi un petit peu insécurité, mais là où c'est vraiment le pire, c'est en Oregon, donc Portland, et l'État de Washington avec Seattle, et puis il y a une autre ville, mais je ne me souviens plus, Oakland, voilà, je cherchais le nom, parce que ces villes ont été le centre, l'année dernière, évidemment, de toute la mouvance BLM, anarchiste, ultra-gauche, etc. Et aujourd'hui, ils ont complètement foutu par terre le tissu économique. C'est-à-dire, vous avez des entreprises qui ont décidé de partir parce que ça devient insupportable, parce qu'évidemment, politiquement, les politiciens démocrates, que ce soit les maires ou que ce soit les gouverneurs, sont très clientélistes, donc font passer des lois qui coûtent la peau du cul, des lois sociales, des lois écologiques aussi, etc., mais qui coûtent un pognon fou, et donc ils répercutent ça sur les fiscalités. Donc aujourd'hui, vous avez même parfois dans des très beaux quartiers de San Francisco, dans les quartiers historiques de San Francisco, vous commencez à avoir des gens qui commencent à se plaindre parce que déjà les taxes s'envolent, mais les services se dégradent. C'est-à-dire que les services de pompiers, de police, voire même de santé, sont en train de se dégrader. Et du coup, vu que ça se dégrade, eh bien, il y a beaucoup de gens qui commencent à se plaindre, qui commencent à flipper, parce qu'il y a de plus en plus de violence dans les rues, il y a de plus en plus de problèmes de délinquance, il y a de plus en plus de problèmes de vol, de cambriolage. Voilà l'image qu'est en train de donner aujourd'hui le progressisme américain sur la côte ouest. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas partout, mais ça commence à prendre une certaine mesure dans l'esprit d'un certain nombre d'Américains
qui se disent, et finalement, est-ce que nous n'avons pas vendu notre âme au diable ? En dehors, je vous le répète, de cette petite classe moyenne qui aujourd'hui n'a pas les moyens ou n'a pas les niveaux professionnels ou les salaires suffisants pour pouvoir continuer à vivre dans ces zones urbaines avec une telle fiscalité. Et de même, pour donc l'État tout le secteur de New York, autour de New York, c'est-à-dire New York, l'État de New York, la Pennsylvanie, le Maryland et je ne me souviens plus l'autre, le New Jersey, pardon, je l'ai déjà dit, parce qu'eux aussi, ce sont les États où vous avez une forte concentration de villes, etc. C'est ce qu'on appelle la grande mégalopole de l'Est, où là aussi, il y a une très forte concentration de population, mais une population qui devient de plus en plus pauvre, de plus en plus socialement problématique, et donc qui fait supporter fiscalement à l'État une lourde fiscalité, oui, c'est ce que je voulais vous dire. Le Michigan, le problème du Michigan, c'est pareil, c'est qu'aujourd'hui, le Michigan, la plupart des États fonctionnent avec une fiscalité grâce à des grandes villes, à des grands centres urbains. Aujourd'hui, le Michigan, le grand centre urbain, c'est Détroit. Ai-je besoin de vous rappeler l'état de la situation de Détroit ? Même si Détroit, le centre-ville, certains milliardaires rachètent des immeubles, etc., pour essayer de redynamiser. Il y a même un projet qui veut essayer de faire de Détroit la nouvelle ville culturelle. Sauf que le problème, c'est que vu quand même que c'est le Michigan, je rappelle, l'hiver, c'est presque l'hiver canadien là-bas, hein, donc c'est pas forcément très attractif. Vous avez l'Illinois. L'Illinois, même situation. La plus grande ville de l'Illinois, c'est Chicago. Or, on a déjà parlé de la situation fiscale, de l'endettement énorme de la ville, plus aujourd'hui, la grande banlieue de Chicago est tristement réputée pour tous les week-ends faire un tableau assez macabre de personnes qui sont assassinées, tuées par des règlements de compte, familial, gang, drogue, etc. Et donc voilà, je veux dire, c'est l'effondrement d'un visage du modèle américain urbain, c'est-à-dire toutes ces grandes villes aujourd'hui qui étaient très attractives économiquement, et bien aujourd'hui, la pandémie ayant permis, je dirais, le développement et l'affirmation du télétravail, de la technologie informatique, de la technologie numérique pour faire du travail à distance, et bien en effet, pourquoi aujourd'hui des gens s'emmerderaient à aller vivre dans des grandes villes, dans des grandes agglomérations, payer des loyers exorbitants, avoir un coût de la vie pas forcément très bon pour la santé, et aller travailler dans des bureaux, alors qu'aujourd'hui, ils peuvent travailler chez eux, et à la limite, ils peuvent travailler chez eux, mais ailleurs. Logique. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en France. La preuve, c'est que, regardez, on a enfin abrogé le 100% télétravail, et le gouvernement incite les employeurs à faire revenir leurs employés dans les bureaux. Oui, forcément, vous avez aujourd'hui des promoteurs immobiliers comme à La Défense qui sont en train de pleurer parce que il y a beaucoup d'entreprises qui ne renouvellent pas les bails ou qui ont résilié les bails. Donc on va se retrouver avec 2 tonnes de surface professionnelle sans acquéreur parce qu'il n'y a pas d'entreprise. Donc, aux États-Unis, aujourd'hui, en 2020, quelles sont les villes qui ont perdu de la population ? Eh bien, c'est New York, l'État de New York, pardon. C'est Anaheim, en Californie. C'est San Diego, en Californie. Chicago, dans l'Illinois. Et Riverside, en Californie. Et quelles sont les villes qui ont le plus gagné en population ? Pour ce qui concerne Charlotte, on estime à peu près que c'est à peu près, je crois, 50 000 personnes chaque année en plus qui arrivent dans Charlotte, ou la grande agglomération de Charlotte, et c'est à peu près, je crois, 150 000 personnes qui arrivent en Caroline du Nord par an, en moyenne, nouvelles personnes. Les départs sont, je crois, de l'ordre de 80 000, 90 000 qui quittent l'État pour un autre État.
Mais en général, ils quittent un État, mais en fait, ils vont plus en Caroline du Sud, puisque la Caroline du Sud est fiscalement beaucoup plus intéressante. La vie est beaucoup moins chère en Caroline du Sud, mais par contre, le tissu économique est beaucoup plus limité qu'en Caroline du Nord. Et donc, quelles sont les villes qui ont gagné? Eh bien, 5e, c'est Denver, dans le Colorado. Alors, Colorado, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu dans le Colorado, donc c'est un État qui fonctionne très très bien uniquement avec une fiscalité directe sur les produits et sur les activités commerciales et industrielles et d'entreprise. Ah, c'est l'équivalent des TVA, si vous voulez. En 4e, Atlanta, en Géorgie. Et ouais, pourtant la Géorgie, qui nous a fait quand même un coup de calgon aux dernières élections, qui a basculé démocrate, alors que c'était quand même un État profondément ancré chez les républicains. La 3e ville, évidemment, Dallas, le Texas, hein, on en a parlé déjà. Et c'est également l'autre ville importante du Texas, qui est Houston. Et la number one, eh bien la number one qui a le plus gagné de population de l'exode des autres États, eh bien c'est la ville de Phoenix, Mesa, dans l'Arizona. Voilà. Force est de constater qu'aujourd'hui, en effet, les États qui sont les plus attractifs en ce qui concerne l'Est sont évidemment les États du Sud. Caroline du Nord, Caroline du Sud, Tennessee, Géorgie, Floride, évidemment. Peut-être que je pense que d'ici quelques années, si ces États réussissent à continuer leur progression vers, je dirais pas un progressisme, mais au moins faire progresser un peu les mentalités, les réglementations, les lois, etc., et améliorer un petit peu les conditions sociales, etc., le Tennessee et le Mississippi vont, et certainement à un moment donné, à terme, être eux aussi gagnants, parce que y a encore du potentiel dans ces États-là. Et en ce qui concerne l'Ouest, eh bien évidemment, tout ce qui vient de Washington, Oregon et Californie, eh bien, se déplace vers l'Est, c'est-à-dire Arizona, Nevada, Colorado, Nouveau-Mexique et Utah, et qui sont quand même des États aussi très intéressants parce que c'est des États où il y a beaucoup de nature. Il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de petites villes, où la qualité de vie est beaucoup meilleure que dans la Californie, etc., même si évidemment, si vous sortez des grandes agglomérations, des grandes villes californiennes, je veux dire, la nature en Californie, il y a des endroits qui sont magnifiques. Hein, je veux dire, il y a des petites villes, etc., qui sont très sympathiques, où la qualité de vie est tout à fait présente. Mais évidemment, c'est l'État. Donc, vous payez la fiscalité de l'État. Vous payez les délires progressistes des gouverneurs de Californie. Donc voilà, en gros, la situation qui est en train de se produire. Donc, aujourd'hui, l'exode urbain des grandes villes américaines n'est plus une légende, c'est confirmé. On a bien aujourd'hui un exode que de toute façon les grandes villes américaines vont le payer tôt ou tard, puisque déjà on a un certain nombre de petites villes ou moyennes villes qui sont en faillite. La plus grande, c'est évidemment Détroit, qui est toujours sous le coup de la loi des faillites, c'est-à-dire qu'elle est aujourd'hui régie par des commissions, par des commissaires fédéraux qui essaient d'assainir les comptes de la ville. Donc évidemment, c'est la vente de biens publics, la vente d'immeubles, la réduction de budget alloué à la police, à la santé, etc. Donc évidemment, ce sont des sociétés privées qui récupèrent les marchés, mais comme la ville est complètement aujourd'hui à terre, c'est-à-dire que sa population aujourd'hui ne suffit pas à alimenter un marché pour ces entreprises privées, et bien aujourd'hui, cette ville se cherche toujours. Alors il y a des projets, en effet, il y a des projets qui peuvent potentiellement faire relancer la ville de Détroit, mais voilà, on est aux États-Unis. Donc aux États-Unis, il y a une fâcheuse tendance parfois à rêver, ou faire rêver, pour vendre un projet qui, en réalité, si vous prenez un petit peu de recul, vous allez en coulisses, vous grattez un petit peu, vous faites une analyse beaucoup plus constructive, etc., vous vous rendez compte que ce projet n'est pas du tout viable. Et puis, évidemment, l'Illinois, Chicago. À Chicago, est-ce que j'ai besoin de revenir sur Chicago? Alors, quand on dit Chicago, c'est pas la ville elle-même. La ville elle-même, elle est ce qu'elle est, c'est, je crois, une des plus importantes villes, évidemment, des États-Unis, mais c'est surtout sa grande agglomération. Dans cette grande agglomération, et c'est vrai dans toutes les grandes villes, il faut savoir que c'est là qu'on a poussé, évidemment, la classe moyenne.
on a poussé la classe moyenne vers l'extérieur des grandes villes. Dans les grandes villes aujourd'hui, qui est-ce qui y vit? C'est les riches. Il n'y a pas de classe moyenne dans les centres-villes. Ou alors c'est des classes moyennes qui ont bénéficié, qui ont hérité de biens immobiliers et donc qui réduisent considérablement leurs coûts ou leurs frais de vivre dans ces centres-villes, mais en règle générale, ce sont des personnes qui ont déjà des niveaux de profession, des niveaux de vie, des niveaux de salaire très élevés pour vivre dans les centres-villes. Donc on a poussé vers l'extérieur les classes moyennes, sauf que les classes moyennes aujourd'hui, eh bien, elles n'ont plus envie de s'emmerder à perdre des heures et des heures dans le trafic pour aller travailler dans un bureau, pour aller travailler dans un commerce, etc. Si aujourd'hui cette classe moyenne, elle peut travailler pour le même boulot dans une plus petite ville, dans une plus petite bourgade, avec une meilleure qualité de vie, avec un coût de la vie beaucoup moindre, avec une accessibilité même à la propriété qu'ils ne pouvaient pas avoir dans ces grandes villes parce que les prix de l'immobilier sont exorbitants. Et ben, ce qu'on disait il y a quelques années, on dit oui, mais enfin c'est très marginal. Non, là c'est plus marginal. Alors, évidemment, on n'est pas encore dans des proportions qui risquent à un moment donné de faire basculer les balances en dehors de Chicago et de Détroit, mais par exemple la Californie, pour l'instant la Californie, la balance n'est pas encore suffisante. Même si, avant la Covid, et souvenez-vous, je vous en avais parlé dans une vidéo, avant la Covid, la Californie était en excédent budgétaire, sauf que la pandémie, elle a complètement annihilé, complètement siphonné cet excédent. Et aujourd'hui, je crois que la Californie, elle est sur un taux d'endettement qui frôle les 500 millions ou 500 milliards, je ne sais plus. Enfin, c'est un gros chiffre, vu l'État, quand même. J'ai pas envie de dire de bêtises, parce que je trouve que 500 millions, pour moi, c'est très très peu par rapport à la Californie, puis 500 milliards, ça serait quand même beaucoup. Mais voilà, de toute façon, la Californie, là, est retombée à un endettement qu'elle avait réussi ces dernières années à éponger, sauf que là, elle repart finalement à la case départ, donc forcément, la fiscalité de cet État, et plus particulièrement de Los Angeles et de San Francisco, vont devenir absolument démentes. Donc voilà, une petite information sur cette évolution d'un exode soi-disant marginal américain. Aujourd'hui, on a des chiffres, voilà, on a un rapport qui existe, je vous le mettrai en lien en bas, pour démontrer qu'aujourd'hui ce phénomène, il n'est pas peut-être pas à considérer comme étant juste américain. Je pense qu'en France, on peut dire qu'aujourd'hui, même si ça reste encore aussi très marginal, que beaucoup de gens vont quitter Paris parce que Paris devient trop cher. Les niveaux de salaire sont plus suffisants pour pouvoir assumer les frais, les coûts, les taxes, les impôts, etc. Alors que pour un métier peut-être payé un peu moins, mais dans une petite ville de province, vous y gagnez peut-être en fiscalité, vous y gagnez peut-être en loyer ou en accès à la propriété, vous y gagnez en qualité de vie. Donc, pour l'instant, il n'y a pas... Il doit y avoir, je pense, des études qui sont faites pour essayer de voir un petit peu comment ça se passe, mais, comme je vous le dis, pour l'instant, ça reste encore assez marginal, mais c'est un phénomène que la Covid-19, que la pandémie, va certainement avoir accentué. Donc voilà pour ces informations, pour cette petite vidéo. Petite. C'est un peu un pléonasme. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, que puis-je vous souhaiter d'autre que de bien vous porter.